Et si le pain que vous mangez chaque matin était en réalité le dernier maillon d'une longue chaîne d'asservissement? Et si la terre sous vos pieds, celle que vous appelez « chez vous », ne vous avait jamais vraiment appartenu? Depuis des décennies, on nous raconte l'histoire de la main tendue, du continent qu'il faudrait sauver à coups de sacs de blé estampillés d'un drapeau étranger. Mais derrière la rhétorique de l'aide internationale, combien ont réellement osé se demander à qui profite cette dépendance? Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un jeune homme en treillis délavé et béret rouge a pris la parole. Pas pour demander des prêts, ni supplier pour l'effacement d'une dette. Il a parlé de pain. Il a parlé de dignité. Dans ce moment suspendu, l'ère du Burkina Faso a changé, et c'est tout un peuple qui s'est redressé. Imaginez ce pays, que certains persistent à résumer à une carte postale de sécheresse ou de pauvreté, où à 5 heures du matin, un cultivateur aiguise sa houe. Il ne guette plus la pluie, non. Il scrute l'horizon, cherchant l'espoir, un espoir si longtemps confisqué. On leur a dit que leur terre était trop aride, leurs semences trop faibles, leur avenir forcément importé. On a appelé cela « aide », mais ce mot masque une réalité plus brutale. Un cycle d'assistance qui vide les greniers tout autant que les esprits. Jusqu'au jour où Ibrahim Traoré a refusé le scénario écrit depuis des bureaux lointains. Il a préféré miser sur le fruit, même amer, du travail collectif, plutôt que sur les miettes sucrées de l'aide venue d'ailleurs. Ce choix n'est pas qu'une réforme agricole, ce n'est pas le simple caprice d'un chef d'État en quête d'originalité. C'est une rupture historique qui remet en cause l'équilibre du monde. Car en réalité, celui qui dépend de la pitié d'autrui confie son vote, sa souveraineté, jusqu'à sa fierté, à la discrétion des puissants. Tant qu'on ne contrôle pas le pain quotidien, comment exiger le respect, dans les instances internationales comme dans la rue? Traoré, lui, a compris que la vraie bataille commence dans les champs, là où l'on sème l'indépendance avant de la récolter dans les urnes. Il a redirigé les ressources publiques non pas vers des palais, mais vers les mains calleuses des cultivateurs, et même envoyé l'armée non pour combattre, mais pour irriguer, planter, soutenir. Les premiers mois, la campagne s'est réveillée, la morosité a laissé place à la rumeur d'un renouveau. Mais ce sursaut ne plaît pas à tout le monde. Les institutions financières internationales ont commencé à resserrer l'étau. On parle de responsabilité budgétaire, de stabilité des marchés, mais c'est d'influence qu'il s'agit. Car un Burkina Faso autosuffisant, c'est un pays qui n'a plus à dire oui à toutes les exigences de Washington ou de Paris. Et c'est là que tout se joue. Si on ne remet pas en cause ces systèmes, on reste prisonnier d'un cycle de pauvreté, de perte de contrôle, d'humiliation nationale. Pour qui a soif de dignité, c'est inacceptable. Pour comprendre la portée de cette révolution silencieuse, il faut d'abord plonger dans l'histoire récente du Burkina Faso et voir comment ce basculement est devenu possible. Comment un pays, jadis réduit à quémander son propre grain, a-t-il pu devenir la forteresse de la dignité africaine? Pour comprendre, il faut remonter le fil d'une histoire où le nom même du Burkina Faso, la terre des hommes intègres, résonnait comme un rêve trahi. Pendant plus de 30 ans, l'intégrité semblait un mot creux, étouffé sous les coups de l'instabilité, des coups d'État à répétition et d'une économie sous perfusion, branchée à la volonté et aux humeurs des puissances étrangères. Ce pays, si fier de sa devise, a vu ses fils et ses filles grandir dans le doute, la désillusion, parfois même la colère. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages du Sahel, une jeunesse majoritaire, témoin des promesses non tenues et lassée d'attendre la prospérité, regardait partir ses aînés vers l'Europe ou les grandes villes voisines. L'espoir migrait, la résignation restait sur place. Pourquoi tant de misère dans un pays si riche de bras, si fertile d'idées, sinon à cause d'un système conçu pour maintenir la dépendance? Les marchés étaient remplis de céréales importées, les champs abandonnés ou asservis à des semences étrangères, et les plans d'aide internationale arrivaient toujours avec des conditions, des taux d'intérêt et des promesses d'autonomie qui n'arrivaient jamais. C'est dans ce contexte saturé d'attentes et de frustration qu'émerge un visage inattendu. Ibrahim Traoré. Ni héritier d'une dynastie politique, ni homme de palais. Plutôt un jeune officier, connu pour son refus du luxe, sa proximité avec les soldats,
et surtout sa capacité à écouter le peuple. Dès son arrivée, il tranche avec le passé. Pas de cortège clinquant, pas de promesses en l'air. Au lieu de voyager pour quémander de l'aide, il marche dans les sillons, visite les marchés, se penche sur les sacs de mil, les mains calleuses dans la terre. Il pose la question qui fâche et qui libère à la fois. Pourquoi acheter ce que l'on peut cultiver? Pourquoi importer notre nourriture, alors que nos terres n'attendent qu'à nourrir leurs enfants? Ce n'est pas la guerre qu'il désigne comme premier défi, mais bien la faim. La dépendance alimentaire, ce piège invisible. Si le Burkina Faso n'arrive même plus à nourrir ses propres habitants, comment parler de souveraineté? Traoré comprend que l'ennemi n'est pas seulement extérieur, armé ou violent. Il est aussi dans les contrats opaques, dans le prêt toxique, dans cette logique mondiale qui tient les nations par la dette, par les semences qui ne germent pas, par les machines qui tombent en panne dès le lendemain de l'inauguration. Les institutions internationales parlent de stabilité, mais derrière leur jargon se cache la peur de perdre leur pouvoir sur un pays qui, soudain, cherche à marcher seul. La rupture n'est pas que matérielle, elle est psychologique. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés voient un chef qui partage leur quotidien, qui refuse le décorum et la compromission. Traoré incarne le sacrifice, la sobriété et surtout la confiance dans le potentiel local. Il mise sur les semences traditionnelles, celles qui tiennent tête au climat rude, il réoriente les fonds gaspillés vers des projets concrets. Canaux d'irrigation laissés à l'abandon, champs communautaires, écoles et ponts construits par des ingénieurs du pays. Dans les marchés, les prix du maïs local se stabilisent, les récoltes reprennent vie, et peu à peu, la fierté refait surface. Mais tout ceci n'est pas sans risque. Car s'obstiner à rompre avec le statu quo, c'est défier un ordre mondial qui préfère la dépendance à l'émancipation. Le maintien du système actuel, c'est condamner la jeunesse à l'exil, la nation à une économie sous tutelle, la dignité au silence. Or, remettre en cause cette mécanique, c'est aussi s'attirer la méfiance, voire l'hostilité, de ceux qui, depuis des décennies, tirent les ficelles. Mais défier la logique mondiale de l'aide n'est pas sans conséquences. Voyons maintenant comment Ibrahim Traoré a affronté les résistances, tant internes qu'externes. Et si le vrai piège n'était pas la sécheresse, mais les contrats et budgets piégés par la dette? Pendant des années, on a voulu faire croire au Burkina Faso que sa pauvreté était une fatalité climatique. Mais la réalité, c'est que le piège était bien plus subtil, presque invisible. Des prêts conditionnés, des engrais importés, des machines inutilisables et un budget englouti dans le remboursement d'intérêts. Ibrahim Traoré, lui, a osé regarder la vérité en face. 70% du budget agricole disparaissait, non pas dans les champs, mais dans des dettes pour du matériel hors d'âge ou des semences inadaptées, imposées par des contrats léonins. Ce n'était pas un accident. C'était un système, pensé, entretenu, pour maintenir le pays à genoux. Alors, Traoré a pris une décision radicale. Il a détourné la trajectoire de l'histoire. Fini l'argent dilapidé dans des projets fantômes ou des administrations opaques. Les fonds ont été redirigés vers l'essentiel, les agriculteurs, les terres, et même l'armée, qui s'est transformée en force paysanne. Oui, vous avez bien entendu, des bataillons entiers sont descendus dans les vallées du Bagré, non plus pour combattre, mais pour creuser, irriguer, refaire circuler l'eau dans des canaux abandonnés depuis 10 ans. Cette fois-ci, pas de nouveaux prêts, pas d'appel désespéré à l'aide internationale. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui ont relevé la tête, qui ont remis la terre en mouvement. Les résultats? Spectaculaires. Dès la première saison, le maïs burkinabé a afflué sur les marchés, les prix se sont stabilisés et les villages ont repris vie. Dans certaines provinces, la production de riz a été multipliée par 3, non pas grâce à des semences miracles venues du bout du monde, mais en misant sur les variétés locales, adaptées au climat, et sur le savoir-faire paysan, enfin respecté. Traoré l'a compris. La souveraineté ne commence pas dans les bureaux de la Banque mondiale, mais bien dans la boue, la sueur et la dignité retrouvée de ceux qui nourrissent la nation. Mais ce réveil soudain n'a pas tardé à faire grincer des dents.
les institutions financières internationales, longtemps maîtresses du jeu, ont resserré l'étau. Car derrière le discours sur l'aide au développement, il y avait une peur bien réelle: perdre le contrôle. Le Burkina Faso, qui se nourrit lui-même, c'est un grain de sable dans l'engrenage d'un système mondial où la dépendance alimentaire est une arme. Pour la première fois depuis des décennies, l'arrivée de cargaisons de maïs ou de soja importés n'avait plus rien d'un cadeau. C'était devenu un fardeau qui écrasait les prix locaux et étranglait les petits producteurs. Traoré a tranché dans le vif. Stop au dumping. Stop à l'importation de surplus étrangers qui ruinent le paysan burkinabé. L'armée, devenue bâtisseuse, a achevé l'irrigation des terres laissées à l'abandon. Les silos se sont remplis. Et, dans les villages, une révolution silencieuse a commencé. On a vu des jeunes revenir cultiver la terre au lieu de fuir vers la ville. Des familles, séparées depuis des générations par l'exil économique, se sont retrouvées autour des champs redevenus prospères. Pour beaucoup, c'était plus qu'une victoire agricole. C'était la dignité, le sentiment d'être redevenu maître de son destin. Mais cette conquête de souveraineté n'était pas sans risque. Car s'attaquer à l'architecture invisible de la dépendance, c'est s'exposer à des représailles. Très vite, les mêmes voix qui applaudissaient hier l'autonomie africaine ont commencé à parler d'instabilité et d'isolement. On a brandi la menace de sanctions, de coupures de crédit, on a tenté de faire peur à la population en lui rappelant le poids du système financier international. Mais au Burkina Faso, on avait déjà goûté au blé du pays, au mil de ses ancêtres, et cette saveur-là n'a pas de prix. Refuser de changer, c'est accepter que la pauvreté soit planifiée, orchestrée, maintenue génération après génération par ceux qui font du manque un commerce. Alors, face à cette pression, Traoré a cherché de nouveaux alliés, d'autres nations qui connaissent le sens du mot résilience. Le Brésil, l'Inde, des pays qui ont prouvé qu'on peut produire beaucoup, avec peu, sans céder sa terre ou son âme. Parce que la bataille du Burkina Faso n'est pas seulement celle du riz ou du maïs. C'est une bataille pour l'identité, pour la capacité d'un peuple à dire non, à refuser que l'avenir se décide ailleurs. Aujourd'hui, avec des récoltes records et une société qui se redresse, le pari de la souveraineté alimentaire force le monde à regarder le Burkina Faso autrement. Mais chaque victoire locale attire de nouvelles tempêtes. Et ce qui se joue aujourd'hui déborde largement le cadre de la nourriture. C'est tout le modèle du développement africain qui vacille, car la réussite du Burkina Faso, si elle se confirme, pourrait devenir contagieuse. La pression monte, les regards se tournent vers Ouagadougou. La prochaine étape, c'est l'affirmation d'un nouveau modèle, où la dignité ne se négocie plus. Et c'est justement là que la tension atteint son comble. Car plus le Burkina Faso avance, plus le monde entier comprend que ce combat dépasse la simple survie alimentaire. Il touche à l'âme, à la fierté, à la possibilité, pour toute l'Afrique, de s'imaginer un autre futur. Quand la réussite devient menaçante, et si l'indépendance du Burkina Faso était contagieuse? Ce qui se passe à Ouagadougou n'est pas passé inaperçu. Un pays, jadis marginalisé, qui parvient soudain à se nourrir lui-même, à refuser les contrats miniers léonins, à chasser les bases militaires inutiles et à tourner le dos à la gestion étrangère. Cette histoire parle à tout le continent. L'effet domino, redouté par tant de chancelleries, commence silencieusement. Au Niger, au Mali, au Sénégal même, on observe. Certains gouvernements s'interrogent. Et si nous aussi, on pouvait reprendre la main sur nos terres, nos ressources, notre fierté? Dans les villages frontaliers, l'écho est immédiat. On se raconte que les Burkinabés mangent désormais le pain de leur propre blé, que les récoltes records ne sont plus exportées pour remplir des comptes à l'étranger, ni soumises aux caprices du marché mondial. Les images de jeunes diplômés qui préfèrent cultiver, innover ou construire des écoles locales plutôt que de s'exiler font le tour de l'Afrique de l'Ouest. Et cette vision insuffle un espoir dangereux, car elle prouve qu'aucune fatalité n'est indépassable si la volonté collective s'impose. Mais avec cette montée d'espoir, une autre vague se lève, la peur des anciennes puissances. Pour Paris, Washington ou Bruxelles, il ne s'agit pas seulement de la souveraineté d'un petit pays sahélien, mais d'un précédent intolérable.
Très vite, la riposte occidentale s'organise. Les transactions bancaires sont freinées, les ONG se voient retirer leurs fonds, les diplomates murmurent sur l'instabilité et brandissent la menace de sanctions. Les chaînes d'information internationales diffusent en boucle que le Burkina sombre dans l'autoritarisme, espérant semer le doute et la division au sein même de la population. Mais ce calcul est un échec. Les Burkinabés ont goûté à la liberté, et le pain de leur terre est plus doux que les aides conditionnées reçues pendant 30 ans. Face à la fermeture des financements occidentaux, Ibrahim Traoré décide de créer un fonds souverain national. L'appel est lancé. Des commerçants de la capitale aux petits éleveurs des campagnes, chacun est invité à investir dans la patrie. On raconte qu'un vieux combattant, vétéran des guerres coloniales, a remis toute sa pension, affirmant préférer mourir libre et affamé que vivre repu mais asservi. Ce geste devient symbole, une nouvelle monnaie d'échange basée sur la dignité retrouvée. Dans le même temps, Ouagadougou multiplie les ouvertures vers d'autres partenaires. Le Brésil partage son expertise agricole. L'Inde propose des plans pour industrialiser à petite échelle. La Chine fournit des équipements solaires sans exiger de leçons de morale. Ici, aucun maître, mais des partenaires d'égal à égal. Désormais, le Burkina Faso ne dépend plus d'un unique bailleur de fonds ou d'un seul silo de céréales. Ce n'est pas un simple transfert de tutelle, c'est l'élargissement d'un cercle de liberté. Mais la pression monte aussi à l'intérieur. Les vieilles élites, enrichies par les miettes du néocolonialisme, complotent dans l'ombre. Elles regrettent les pots de vin des contrats miniers étrangers, la stabilité bourgeoise de comptes offshore et les voyages diplomatiques où l'on serre la main des puissants. Pour elles, cette révolution menace un ordre où elles étaient reines dans une cour étrangère. Traoré tranche, pas de compromis. Un audit transparent des avoirs nationaux est lancé, exposant la trahison des anciens dignitaires. La rumeur d'un coup d'État piloté de l'extérieur enfle dans la capitale, attisée par des agents infiltrés et amplifiée par les réseaux sociaux. Pourtant, la société civile ne plie pas. Partout, la mobilisation populaire prend une ampleur inédite. On voit naître des usines locales, des ateliers de réparation de machines agricoles, des coopératives de femmes qui transforment le coton ou le beurre de karité. Les écoles s'ouvrent là où l'on n'attendait plus rien, formant une nouvelle génération convaincue que l'avenir se bâtit ici, et non à Paris ou à New York. Face à la pénurie de pièces détachées, les jeunes forment des équipes d'ingénieurs improvisés, inventant des solutions made in Faso. Les coupures d'électricité poussent à accélérer la transition solaire. Chaque obstacle devient prétexte à l'innovation et à la fierté nationale. Mais cet élan a un prix. En prouvant qu'il est possible de rompre avec les dogmes du FMI ou de la Banque mondiale, le Burkina s'attire la haine des puissances qui voyaient dans la pauvreté africaine une rente éternelle. Les campagnes de désinformation se multiplient, les pressions diplomatiques se font plus sourdes, les menaces de déstabilisation planent au-dessus de Ouagadougou. L'élite occidentale attend une faille, une étincelle qui ferait tout s'effondrer. Mais jusque-là, chaque attaque ne fait que renforcer l'unité et l'audace d'un peuple debout. Le risque est immense. Le modèle burkinabé, s'il triomphe, pourrait déclencher une réaction en chaîne à travers l'Afrique, inverser la répartition du pouvoir, redistribuer l'accès aux richesses et ouvrir la voie à une ère où la dignité ne se monnaie plus. Mais ce choix expose le pays à une guerre totale, économique, politique, psychologique. La route est étroite. Le moindre faux pas pourrait coûter la révolution. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, le peuple burkinabé n'attend plus la permission d'espérer. Et l'affrontement final approche. La question n'est plus de savoir si le Burkina Faso peut survivre à l'isolement, mais de se demander s'il peut inspirer une révolution continentale. Chaque hectare repris, chaque jeune revenu, c'est une victoire sur l'histoire. Comment s'en inspirer, ici ou ailleurs? Le miracle burkinabé n'est pas une légende, c'est le fruit d'actions concrètes, de choix radicaux et de milliers de petits gestes quotidiens. Prenons un instant pour voir ce que cela donne, très concrètement, dans la vie des Burkinabés. En un an à peine, la production de riz a littéralement triplé. Pas grâce à des engrais importés hors de prix, mais parce que les communautés se sont organisées. Elles ont partagé savoir, outils
et braver ensemble les défis du climat. Les engrais chimiques, autrefois achetés à l'étranger, ont été remplacés par des solutions locales, créées dans les propres laboratoires de jeunes innovateurs à Ouagadougou. Et le résultat est là. Une indépendance retrouvée face aux fournisseurs extérieurs et une sécurité alimentaire qui ne dépend plus de la bonne volonté de marchés lointains. Ce changement ne s'arrête pas aux champs. Le trésor public, longtemps vidé par la corruption et la fuite des capitaux, commence à se remplir, alimenté par le travail honnête de ceux qui croient à nouveau en leur pays. Mais le plus frappant, c'est le retour de la jeunesse. Ceux qui, hier encore, rêvaient d'Europe à tout prix, se battent aujourd'hui pour innover, pour transformer leur terre et leur avenir. Dans les écoles, dans les laboratoires, même dans les ateliers de mécanique improvisée, la nouvelle génération relève la tête. Elle crée, elle construit, elle imagine. On le voit aussi dans la réappropriation des infrastructures, irrigation, ponts, écoles, réalisées non plus par des sociétés étrangères, mais par des Burkinabés, animés par le sentiment d'appartenir à un projet national. Mais la transformation la plus profonde, elle est invisible. C'est dans l'âme que le basculement se joue. La jeunesse ne rêve plus d'exil, elle rêve de bâtir ici, chez elle. Les regards ne sont plus fuyants. Ils sont droits, déterminés. Le message est clair. La ressource la plus précieuse du pays, ce n'est ni l'or, ni le coton, ni même le riz, mais l'humain. C'est le courage, l'ingéniosité et la volonté de ceux qui refusent la fatalité. On croit souvent que ce type de révolution est une utopie, réservée aux discours ou aux livres d'histoire. Mais le Burkina Faso prouve le contraire. Quand la cohésion sociale, la transparence et la volonté collective s'en mêlent, ce qui semblait impossible devient un modèle. Bien sûr, les défis ne manquent pas. Les pressions de l'extérieur persistent, les vieilles habitudes ont la peau dure, et ceux qui profitaient de l'ancien système n'abandonnent pas sans résistance. Mais aujourd'hui, ces défis ne sont plus ceux d'un peuple victime. Ce sont les défis de pionniers, d'ouvriers d'un avenir à inventer, non à subir. Alors, pourquoi l'exemple burkinabé est-il transposable? Parce qu'il ne repose pas sur des ressources extraordinaires ni sur un homme providentiel, mais sur des principes universels. La confiance en sa propre capacité à inventer, la solidarité, la transparence et le refus de la résignation. Que vous soyez un individu, une famille, un village ou une nation, ces leçons s'appliquent. Les ignorer, c'est choisir de rester enfermé dans le cercle vicieux de la dépendance et du doute. S'en emparer, c'est ouvrir la voie à sa propre autonomie, à sa dignité retrouvée. Le Burkina Faso apporte une réponse à la question centrale. Vaut-il mieux une âme libre ou un ventre plein? Ou peut-on vraiment avoir les deux? Ce n'est pas qu'une histoire, c'est une invitation à écrire la vôtre sur votre propre sol. Regardez ce qui vient de se passer là-bas, sur la terre rouge du Burkina Faso. En moins de 2 ans, la volonté d'un peuple et la vision d'un chef ont fusionné pour transformer la réalité. Ce que certains appelaient un rêve impossible est devenu un modèle concret. La souveraineté, ce mot galvaudé, s'est incarné dans les mains calleuses des cultivateurs, dans la voix des jeunes qui n'attendent plus de miracles venus d'ailleurs, mais qui puisent la force sur leur propre terre. Cette révolution silencieuse n'a pas crié sur les toits, mais elle a frappé juste, là où ça compte. Dans l'assiette, dans le portefeuille, dans le regard fier de tout un peuple qui refuse désormais de plier l'échine. La vraie rupture, elle ne s'est pas faite seulement dans les discours, mais dans les champs, dans les rues, dans les têtes. C'est là que s'est jouée la partie la plus risquée, celle de l'émancipation psychologique. Car, au fond, la plus grande victoire du Burkina Faso, ce n'est pas seulement d'avoir augmenté ses récoltes ou remplacé les engrais importés par ses propres solutions. C'est d'avoir osé croire, collectivement, que l'avenir n'était pas écrit par d'autres. La contagion de cette réussite, c'est ça qui effraie tant l'ancien ordre mondial. Voir une nation se relever et constater que les chaînes de la dépendance étaient faites de papier mouillé. Et si, demain, ce feu gagnait les pays voisins? Et si, partout sur le continent, des peuples se mettaient à exiger de vivre dignement du fruit de leur terre,
à refuser que leur destin soit décidé dans des bureaux à des milliers de kilomètres. Le risque aujourd'hui, ce n'est plus de tomber dans l'oubli, ni de manquer d'ambition. Non. Le vrai risque, c'est de rester spectateur. De regarder, fasciné, cette révolution qui prend racine, et de croire que cela ne vous concerne pas. Mais l'histoire le montre. Rester sur la touche, c'est laisser d'autres écrire votre destin à votre place. S'engager, c'est mettre un pied dans le futur que vous voulez voir advenir, pour vous, pour vos enfants, pour tout un continent. Ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas un simple épisode isolé, ni une anecdote de plus dans le flux de l'actualité internationale. Non. C'est un signal fort, un appel à la lucidité, une démonstration éclatante que la souveraineté alimentaire, l'autonomie politique et la fierté retrouvée peuvent transformer le quotidien autant qu'elles bouleversent les rapports de force mondiaux. En quelques centaines de jours, la terre des hommes intègres a prouvé que la dignité n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. Aujourd'hui, le pain quotidien du Burkina Faso est fait de courage, de sueur, d'innovation locale et, surtout, de cette certitude profonde que la dignité ne se négocie pas. Elle se cultive, elle se protège et elle s'enseigne. Alors, vous qui regardez cette vidéo, demandez-vous, quelle est la véritable richesse de l'Afrique? Est-ce l'or enfoui sous nos pieds, ou bien cette flamme dans les cœurs, cette capacité à tenir debout quand tout semble vous pousser à plier? Le Burkina Faso nous rappelle que la ressource la plus précieuse, c'est le peuple lui-même, quand il prend conscience de sa propre valeur et décide qu'il n'y a plus à mendier ce qui lui revient de droit. Si cette histoire vous touche, si elle fait vibrer quelque chose en vous, ne la laissez pas s'éteindre ici. Abonnez-vous, non pas pour grossir des chiffres, mais pour soutenir la naissance d'espaces où la parole est libre, où les voix indépendantes peuvent enfin résonner sans filtre. Partagez cette vidéo, discutez-en autour de vous, soyez de ceux qui propagent cette nouvelle manière d'être africain, fier, debout, maître de son destin. Plus nous serons nombreux à refuser les vieux schémas, plus nous donnerons de force à celles et ceux qui, aujourd'hui, prennent des risques pour que l'Afrique écrive enfin ses propres pages. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a choisi de ne pas attendre qu'on lui tende la main. Il a choisi d'avancer, de réinventer, de montrer la voie. Sa réussite n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un choix collectif, d'un effort constant, d'une foi inébranlable dans la capacité de la terre à nourrir ses enfants et de l'esprit à inventer un avenir. Cette histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Vous en êtes désormais les témoins, peut-être même les acteurs. Ne laissons plus notre dignité dépendre du bon vouloir d'autrui. Soyons les auteurs de notre récit, les bâtisseurs de notre souveraineté. Le monde change et l'équilibre géopolitique vacille. C'est le moment ou jamais de prendre position, de soutenir ceux qui osent, de porter haut la voix de l'Afrique qui refuse d'être oubliée ou réduite au silence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette révolution tranquille vous inspire, rejoignez-nous, engagez-vous, et ensemble, faisons en sorte que la contagion de la dignité, du courage et de l'indépendance ne s'arrête plus jamais à une frontière. À vous de jouer.